tous, bienvenue pour cette conférence. Il est 15h30, on sera ensemble jusqu'à 16h15. On m'a introduit, donc Cyril Pigault, je travaille à l'Agence parisienne du climat, je suis responsable de l'activité d'accompagnement des copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique et j'encadre une équipe de 6 conseillers sur le nord-ouest parisien. Et j'aurai donc le plaisir d'animer aujourd'hui cette conférence sur le thème des aides pour les propriétaires bailleurs. Pour cadrer un petit peu cette conférence, on aura environ 30 minutes d'exposé, de présentation par notre intervenante du jour de cette conférence. Et bien évidemment, on gardera un temps d'échange, au moins un quart d'heure à la fin, pour pouvoir répondre à vos questions qui, je suis sûr, seront nombreuses. Aujourd'hui et maintenant, si l'on est là, c'est pour parler des aides pour les propriétaires bailleurs. On sait que c'est un sujet qui est très important, d'autant plus à Paris où les bailleurs et les locataires donc composent près de 60% de l'occupation du parc privé. Ils constituent des propriétaires avec des profils assez différents, dans des situations différentes, qui possèdent un ou plusieurs lots sur une ou plusieurs copropriétés, voire sur une monopropriété. Les lois, bien évidemment, leur sont également soumises et on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'ils peuvent se servir et elles peuvent se servir des dispositifs financiers pour essayer de répondre à ces normes énergétiques. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Catherine Albanesi. Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour Je vous laisse messieurs. vous présenter et à tout à l'heure. Je suis Catherine Albanesi, je suis administrateur de biens installé à Paris dans le 12e. Et puis, c'est ce que je dis souvent à mes clients, à mes heures perdues, j'ai la lourde tâche d'animer la commission gestion locative de la FNAIM du Grand Paris. Donc c'est vrai qu'entre mon expérience personnelle et celle de mes confrères, quand on fait nos réunions, on va essayer de vous parler un petit peu du financement de la rénovation énergétique et puis des différentes aides qui se posent à vous, des différentes solutions. Et puis après, oui, en effet, on répondra à vos questions qui, je l'espère, seront nombreuses. Alors, avant de commencer, je voulais juste, alors ça c'est le côté un peu institutionnel, faire un petit rappel du calendrier et de ce qui est lié à l'obligation à l'indécence énergétique des logements. Donc, vous le savez tous, depuis le 1er janvier 2025, maintenant, les logements qui sont classés G ne peuvent plus être mis en location. Ils ne peuvent plus être mis en location. Ça ne veut pas dire que si vous êtes actuellement en relation avec un locataire dont le bail est classé G, que le bail s'arrête. Non, heureusement, parce qu'on a déjà des difficultés à loger nos concitoyens. Autant vous dire que si tous les logements G, on était obligé de mettre le locataire dehors depuis le 1er janvier, ce serait un petit peu catastrophique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le bail n'est donc pas nul. Ça, c'est important. Vous n'avez pas le droit de relouer sans faire des travaux énergétiques au départ de votre locataire. Mais pour les baux en cours, c'est assez simple. En fait, la demande doit émaner du locataire. C'est-à-dire que le locataire, lui, vous, en tant que propriétaire, à part peut-être procéder, c'est ce qu'on conseille à nos bailleurs, d'anticiper un petit peu les éventualités et de faire procéder à l'établissement du nouveau diagnostic de performance énergétique. Sinon, c'est le locataire qui peut saisir le juge et lui demander il peut d'abord déjà vous demander de faire des travaux de rénovation énergétique. Si vous lui répondez pas, il est en droit de saisir le juge qui lui estimera 3 situations différentes. Soit il obligera les travaux, soit il suspendra le loyer, ou soit il demandera la réduction du loyer. Il y a 2 cas particuliers qui s'appliquent et on est à Paris forcément, puisqu'on est dans un patrimoine plutôt collectif. Enfin, même il y a très peu. Enfin, moi, j'ai pas de baux dans des maisons particulières à Paris. On est donc dans un patrimoine collectif et si votre locataire vous demande de remettre en état énergétique son logement, de le rendre décent, que vous avez fait vous de votre côté tous les travaux nécessaires à votre enveloppe interne et que ça n'a pas permis de faire gagner une nouvelle lettre,
puisque vous êtes en copropriété et que vous n'êtes pas décisionnaire de l'ensemble, eh bien, vous pourrez toujours, ça fait partie d'un des 2 cas de dérogation qui permettent aux propriétaires de dire: «Moi, j'ai fait mes travaux, j'ai demandé à l'assemblée générale de faire les travaux de rénovation énergétique nécessaires au gain énergétique de mon bien. Mais malheureusement, j'ai pas eu gain de cause, l'assemblée a refusé. Dans ces cas-là, le juge peut pas vous condamner à réaliser des travaux puisque les travaux qui sont collectifs, vous pouvez pas les faire vous. Par contre, le juge peut quand même suspendre le loyer ou réduire le loyer. Donc ça, c'est un des 2 premiers cas d'exception. Le deuxième cas d'exception, c'est pour les patrimoines avec une caractéristique architecturale ou patrimoniale particulière. Dans un dans un immeuble classé, par exemple, ou si vous avez un appartement qui peut être classé, ici, je vois mal comment on pourrait faire de l'isolation par l'intérieur, par exemple. Donc ça, c'est un deuxième cas qui vous permet de ne pas, d'être exempté de la réalisation de travaux, mais qui vous met quand même en possibilité d'avoir une réduction, une suspension de loyer. Voilà, j'en ai fini avec les mauvaises nouvelles du jour. Mais c'était des points que je voulais quand même vous signaler avant qu'on parle de tout le reste. Alors, on va rentrer dans maintenant les différents. On va d'abord parler des dispositifs et puis après, on parlera de la partie fiscale en fait, avec la déduction des revenus fonciers. Enfin, je vous expliquerai tout ça après. Alors, ma prime rénov'. Alors, je pense qu'on vous en a déjà suffisamment parlé. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Je pense que on va avancer surtout. Ce sera plutôt peut-être des points après que vous me demanderez. Donc, il n'y a pas de condition de ressources pour ma prime rénov'. Hein. Il y a 0 condition de ressources. Par contre, c'est le montant de l'aide qui est accordé qui est différente en fonction des revenus. Hein. Plus les revenus sont modestes, plus ma prime rénov' est importante. Plus les revenus sont élevés, plus ma prime rénov' est réduite. Vous avez 4 plafonds. Vous avez les foyers très modestes, les foyers modestes, les foyers intermédiaires et les foyers supérieurs. On aura un petit slide après, mais je ne sais pas si ce sera très visible à l'écran. Mais voilà le principe. En fait, vous avez 4 montants d'aide différents selon 4 types de revenus différents. Il faut que le logement ait plus de 15 ans et qu'il soit occupé à titre de résidence principale, que ce soit la vôtre en tant que propriétaire occupant si vous voulez faire des travaux, mais aussi que le locataire, il n'y a pas de problème pour un propriétaire bailleur. Il faut par contre que ce soit un locataire qui l'occupe à titre de résidence principale. Les occupations, le bail résidence secondaire, le bail professionnel ne fonctionnent pas. D'accord? Pour le logement, par exemple, pour un logement de fonction, ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas soumis à l'indécence du logement. Vous avez la possibilité de faire 2 types de rénovation, parce que c'est vrai qu'il y a quand même déjà un certain nombre de personnes qui ont déjà engagé des travaux de rénovation énergétique, soit une rénovation par geste, soit une rénovation d'ampleur. On parlera de la rénovation d'ampleur après, je vous parlerai d'un petit point juridique par rapport à la rénovation d'ampleur et par rapport à la validité du bail. La rénovation par geste, ma prime rénov', il n'y a que dans 3 cas où vous pouvez être éligible à ma prime rénov', les foyers très modestes, les modestes et les intermédiaires. Pour les foyers, pour les revenus, les foyers à revenus supérieurs, le monogeste, la prime rénov' ne fonctionne pas. Vous avez l'obligation on parle je crois que la rénovation d'ampleur, on en parle après ou ouais, c'est juste après. Alors, je rentre pas dans la rénovation d'ampleur. Vous avez l'obligation, bien évidemment, pour être éligible à la prime rénov', de passer par une entreprise reconnue, donc les fameuses entreprises RGE, reconnues garant de l'environnement. Donc, il n'y a que ces entreprises-là, que des travaux réalisés par ces entreprises-là qui peuvent vous permettre d'être éligible à ma prime rénov'. Dans le cadre d'une rénovation d'ampleur, donc où vous avez plus d'un seul geste, vous êtes obligatoirement accompagné par un accompagnateur, mon accompagnateur rénov'. Là, vous avez, je crois que je ne sais plus si c'est là ou là-bas, le stand, mais alors c'est là-bas. Je me suis un peu perdue dans les salons. Et puis, la petite particularité aussi, c'est que la rénovation d'ampleur pour les logements F ou G va être
obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Bon, d'ici là, vous aurez peut-être fait tout simplement des travaux. On en parlera parce que je peux peut-être en parler maintenant, puisque l'idée, c'est aussi de vous expliquer comment ça se passe dans mon quotidien. En fait, nous, on a fait le choix à plusieurs confrères d'attendre que le locataire libère les lieux. Parce que c'est beaucoup plus simple. Et puis, d'être accompagné par le diagnostiqueur qui nous dit, bah voilà, là, vous êtes en F. L'idée, quitte à faire des travaux à notre propriétaire, c'est de passer au minimum en D. Parce que comme ça, au moins, on est sûr que dans 3 ans, on n'y revient pas en disant, ah, au fait, ah oui, vous avez dépensé 10 000 euros là, il y a 3 ans, mais il faudrait peut-être en remettre encore 10 000. Enfin, c'est pas cohérent. Donc, l'idée, c'est ça. Et après, on regarde ce qu'il est possible de faire à notre niveau à nous, encore une fois, puisqu'en copropriété, on est coincé. Et ça va quand même assez facilement quand vous avez du double vitrage. Quand vous avez des ballons d'eau chaude qui sont avec des qualités énergétiques meilleures, que vous avez une chaudière à condensation, que vous avez du double vitrage, je l'ai déjà dit, pardon. Alors, les systèmes de ventilation dans nos immeubles haussmanniens, c'est un peu compliqué à mettre en place. Ce qu'il faut bien, c'est qu'il y ait quand même une circulation d'air. Donc, quand vous faites changer des doubles vitrages, s'il vous plaît, vérifiez bien qu'il y ait des aérations. Parce qu'en fait, le fait de mettre du double vitrage dans nos immeubles anciens, c'est bien, ça isole du bruit, ça isole du froid, ça isole du chaud. Le problème, c'est que nos immeubles anciens, s'ils n'avaient pas de VMC, c'était parce que la ventilation naturelle qui se faisait par la circulation d'air qui rentrait avec nos fenêtres qui n'étaient pas étanches permettait une certaine ventilation du logement, parce que isoler c'est bien, mais si vous isolez et que vous ventilez pas, ça sert à rien. Vous allez faire des cocottes minutes, et c'est comme ça que votre locataire, au bout de 3 mois, quand l'hiver, il va avoir son beau double vitrage, qui va pas avoir mis de chauffage, qui va avoir dormi les fenêtres ouvertes, qui vont être à deux dans un logement qui fait 15 mètres carrés, et puis il va vous dire, bah, attendez, il y a de la moisissure partout dans mon appart, il est insalubre. Donc tout ça, si vous voulez, c'est des choses où par notre expérience, alors moi, c'est ce que je dis, je suis pas thermicien, je suis pas ingénieur, je suis pas architecte, mais on a une certaine pratique du terrain, et c'est cette pratique qui nous aide à aider, enfin à accompagner nos bailleurs. Donc ça fait partie des choses auxquelles il faut penser, et puis tout simplement isoler les murs à l'extérieur de l'intérieur. Alors ça, c'est facile à faire quand on a un appartement où vous n'avez pas des corniches. Ou là, je vois bien, si on propose à Madame Hidalgo de mettre, on va lui proposer de mettre un doublage sur ces très belles moulures pour gagner en énergie. Ouais, je pense que ça marchera peut-être pas. Mais enfin voilà. Non, c'est vrai qu'il faut voir ce qui est possible de faire. Et ça va quand même assez vite. Ça va quand même assez vite. Pourquoi? Parce que nos immeubles anciens, ils n'étaient pas construits avec des feuilles de papier. Il y a quand même la pierre qui a son utilité. Et c'est pour ça qu'il y a eu un nouveau diagnostic de performance énergétique depuis 2021. Parce qu'avant, vous aviez 2 types de diagnostics. Les diagnostics avant 1946. Et là, c'était ce qu'on appelait les DPE sur facture, et puis les diagnostics depuis, où on prenait en compte plus la caractéristique du logement. Bon, et j'arrête de parler de tout ça parce que c'était pas le sujet c'était pas le sujet de la conférence. Alors, par contre, pour MaPrimeRénov', quand vous êtes un propriétaire bailleur et que vous allez réaliser des travaux de rénovation énergétique, vous avez l'obligation d'informer le locataire de l'ampleur des travaux que vous allez réaliser. Hein. Et puis, si vous voulez être éligible à MaPrimeRénov' et que vous voulez financer vos travaux, vous devez vous engager avec un contrat de location de 6 ans. Hein, vous ne pouvez pas juste faire un bail de 3 ans. Il faut que vous ayez un engagement de location pour 6 ans. Et puis, si vous êtes multipropriétaire, ça ne peut être que sur 3 logements, avec un montant maximum de 20 000 euros de prime rénov par appartement sur 5 ans. Hein. Donc là, c'est les particularités de MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov' ampleur. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. En fait, c'est en fonction du nombre de classes que vous gagnez, vous avez un plafond d'éligibilité à MaPrimeRénov' qui est différent. Pour MaPrimeRénov', vous avez donc, en fonction du nombre de classes, c'est ce que vous voyez affiché, en fonction du nombre de classes,
vous avez un montant maximum. Ça, c'est le montant maximum, d'accord? Donc, si vous arrivez à faire gagner 4 classes au logement, que vous êtes donc en G, je suis mauvaise en calcul, G, F, E, D, C. Non, 4, E, D, 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 D. À ce moment-là, vous pouvez avoir ma prime rénov, vous pouvez aller jusqu'à 70 000 euros de financement par ma prime rénov. Ça, c'est le montant de l'aide classique. Ensuite, vous voyez, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'en fonction des différents types de revenus et de plafonds dans lesquels vous vous situez, si vous êtes en menu... Ah, voilà, c'est bon, merci. Si vous êtes en revenu très modeste, là, vous avez le droit d'avoir 80% de... Alors, imaginons, on fait une rénovation énergétique d'ampleur pour gagner 4 lettres. Vous avez un montant maximum de ma prime rénov de 70 000 euros et c'est reperdu. Et si vous êtes un ménage à revenu très modeste, ma prime rénov financera vos travaux à hauteur de 80% dans un maximum de 70 000 euros. Est-ce que je ne dis pas de bêtises? Si vous êtes un revenu modeste, donc ma prime rénov, vous aurez le droit à 60% du montant des travaux, mais dans un plafond maximum de 70 000 euros, et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà comment ça fonctionne. Et puis, les passoires énergétiques étant E, F et G, si vous arrivez à faire des travaux qui vous permettent de sortir de ces lettres-là, vous avez une bonification de 10% sur le montant de l'aide. Et alors là, par contre, l'écrêtement, c'est là où j'ai eu du mal. Je vais vous laisser peut-être m'aider sur le coup de l'écrêtement. On rentrera pas forcément peut-être dans ce niveau de détail-là. Voilà. France Rénov, ils sont très forts. Exactement. Ils vous aideront. Parce que là, c'est vrai qu'en fait, il y a une partie en fait de dépenses qui n'est pas prise en compte. L'écrêtement, c'est ça. Vous avez une petite partie qui n'est pas prise en compte. Alors, ça, c'était ma prime rénov pour les rénovations d'ampleur. On va parler d'un autre dispositif. Là, vous avez fait vos travaux. Ou alors vous avez besoin de vous faire aider pour vos travaux, mais qu'en contrepartie, vous souhaitez louer avec le dispositif Locavantage. Alors le dispositif Locavantage, lui, c'est en parallèle de ma prime rénov. C'est un dispositif qui vous permet de bénéficier de réduction d'impôts. En fait, l'idée, elle est laquelle? Vous allez louer votre logement avec des plafonds de loyer différents en dessous du marché, mais qui sont différents en fonction du profil de votre locataire. Alors, j'avais noté Donc, vous avez 3 types de plafonds qui correspondent à une réduction, soit 15%, 30% ou 45%. Et qui va dépendre des revenus de votre locataire. Imaginons que vous avez, donc avec des plafonds de loyer inférieurs, en fait, vous signez une convention avec l'ANA, par l'intermédiaire de laquelle vous allez signer le bail et puis, en fonction du profil de votre locataire, vous allez avoir des montants de loyer différents. Ces montants de loyer, ces plafonds de ressources de locataires vont vous permettre d'avoir des réductions d'impôts en fonction de la catégorie du locataire. Un locataire, donc les locataires intermédiaires, les locataires modestes et les locataires très modestes. Et donc, c'est ce qui vous permet, vous voyez, puisqu'on vous explique ici que vous avez le droit à une réduction d'impôt en fonction du type de dispositif. Le type de dispositif est fonction du type de locataire. Vous avez le droit aux subventions, bien évidemment, pour la rénovation énergétique. Il faut que votre logement soit loué nu. Vous ne pouvez pas faire de la location meublée avec le dispositif Locavantage. Les loyers sont plafonnés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction des ressources des ménages. Vous avez là aussi une obligation de signer un contrat, de vous engager, alors pas forcément avec le même locataire, parce que lui, il garde la liberté de partir quand il veut,
Mais vous devez vous engager à louer selon ce dispositif-là pendant 6 ans. La seule différence, alors vous pouvez le faire seul, choisir votre locataire seul, gérer les relations avec votre locataire seul. La seule chose, c'est que si vous souhaitez avoir recours à l'intermédiation locative, là, vous ne pouvez passer que par certains organismes, ce qu'on appelle, nous, les AIVS, les agences immobilières à vocation sociale. Moi, par exemple, je ne suis pas habilitée à faire ce type de dispositif. C'est des organismes spécifiques. Et donc, la condition aussi pour pouvoir bénéficier, de ce type de location, de contrat de location, il faut que votre rénovation énergétique vous ait fait gagner un minimum de 35%, un gain de 35% d'énergie sur le logement et que vous ayez atteint au minimum la lettre D. Si vous êtes passé de G en E, par exemple, vous ne pourrez pas bénéficier du dispositif Locavantage. Si je ne dis pas de bêtises. Pour l'instant, je ne dis pas de bêtises, dites donc. Vous avez de la chance, c'est une bonne journée aujourd'hui. Autre dispositif, un petit peu appuyé sur Locavantage, c'est un autre dispositif qui s'appelle Louer solidaire. Alors là, c'est un public encore différent. C'est pour des personnes qui sont en situation précaire. Par exemple, des gens qui sont logés dans des hôtels. C'est pour des gens qui ont vraiment besoin. C'est des publics encore un petit peu différents et qui ont besoin de retrouver une sécurité pour pouvoir repartir plus facilement dans la vie et redémarrer un petit peu plus facilement. Là, vous avez une garantie du paiement du loyer et de la remise en état, loyer et charges, et puis de la remise en état à la sortie du locataire. Et ça, c'est un dispositif de la ville de Paris. C'est spécifique à la ville de Paris et la ville de Paris, c'est spécifique à Paris intramuros. La petite couronne et la grande couronne, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment une des aides qui est pour les propriétaires bailleurs parisiens. Donc c'est donc le dispositif, il fonctionne aussi avec l'ANA. Le principe fonctionne aussi par le biais de l'ANA qui vous aide à la rénovation énergétique du logement, qui vous accompagne à la signature du bail et la conclusion de la convention de travaux. La durée d'engagement, elle est un petit peu différente, elle est entre 3 et 6 ans cette fois. Donc comme je vous le disais, le logement doit être uniquement dans Paris. Il doit faire 14 mètres carrés minimum. Votre locataire est éligible à la location logement. Vous avez aussi la même possibilité de défiscalisation par rapport à le même principe que Locavantage. Et alors, il ne faut pas qu'il y ait de Sony-broyeur. Voilà, ça c'est la condition. Non, je pense que c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué. Alors, l'organisme, un des organismes, puisque là c'est pareil, il y en a 7 si je ne m'abuse, 7 ou 9. Vous avez Solia et c'est pour ça qu'on a mis sur les slides les coordonnées de Solia, si vous êtes intéressé par ce type de dispositif. Ensuite, vous avez de manière classique, sans prime, sans encadrement de loyer, sans ce qui est applicable à tout le monde, que vous soyez propriétaire bailleur, propriétaire occupant, les certificats d'économie d'énergie. Donc là, par exemple, le certificat d'économie d'énergie est ouvert à tout le monde. Il faut que ce soit juste un logement construit depuis plus de 2 ans. Et oui, alors l'aide, elle est délivrée en fonction de la nature des travaux. Pour vous expliquer très rapidement ce que c'est que les certificats d'économie d'énergie, vous le savez peut-être déjà. C'est en fait une obligation qui a été mise sur les pollueurs, les entre guillemets, oui, les pollueurs, les grosses sociétés comme Total, Elf, qui ont en contrepartie de leur dégradation écologique, doivent s'engager à financer des travaux de rénovation énergétique. Donc c'est ça le certificat d'économie d'énergie, si je ne dis pas de bêtises. Parfait. Donc ça, c'est dès que vous faites, par exemple, vous faites un remplacement de chaudière, si votre entreprise, elle est RGE, vous avez peut-être la possibilité, il faut leur demander, mais vous avez la possibilité d'avoir des certificats d'économie d'énergie. Alors malheureusement, plus sur les chaudières à gaz. Ah bon, voilà. Bon, alors, mais... Sur les fenêtres, par exemple, c'est tout à fait possible. Bon.
La TVA réduite, elle s'applique pour tous les travaux, dont une partie, alors soit des équipements, soit des matériaux à des qualités, on va dire, qualité, énergétique qui vous permettent de bénéficier de la TVA à 5,5 %. Et puis certaines communes, alors là c'est pareil, l'exonération de taxes foncières, elle a été mise en place par certaines communes, pas d'autres. Je sais que c'est valable pour la mairie de Paris. Il faut que la commune ait délibéré en amont sur cette disposition. Ça ne rentre que dans le cadre des travaux de rénovation énergétique. Il y a certains critères. Les travaux doivent faire au minimum 10 000 euros. Donc, et après, vous avez, en fonction de la date de construction de l'immeuble, vous avez une exonération partielle ou totale, et ce pour 3 ou 5 ans. Et ça, c'est lié à la date de construction de l'immeuble. Je suis désolée, j'accélère, hein, mais je me rends compte que je suis trop bavarde. Ma prime Rénov' Copro. Alors donc, à Paris, on a quand même beaucoup de copropriétés. C'est une aide spécifique pour les copropriétés et les copropriétaires, bien évidemment, auxquelles peuvent être ajoutées les aides particulières de la ville de Paris, hein, ou les communes. Elle a une obligation, la première obligation, c'est que le gain énergétique à l'issue des travaux doit être de minimum 35 %. La petite difficulté qu'on rencontre actuellement dans les copropriétés, dans nos copropriétés, pour lesquelles on a déjà engagé, il y a quelque temps, un remplacement de chaudière ou une réfection de terrasse, sur lesquelles on avait déjà, puisque d'embarquer la rénovation énergétique en copropriété, c'est pas d'aujourd'hui, hein, on n'a pas attendu les obligations, ça fait quelques années déjà qu'on le fait. Et donc, si vous avez déjà réalisé des travaux avec, par exemple, une réfection de terrasse avec déjà une isolation, vous allez avoir une difficulté à atteindre les 35 %. Donc là, il y a toute une étude qui est menée par les bureaux techniques, les bureaux d'études techniques, qui vous permettent de voir tout de suite si vous êtes éligible ou pas à ma prime Rénov' Copro. Alors après, ça marche, parce que nous on l'a fait dans des copros, ça marche très bien. On est bien encadré, on est aidé, hein, nous aussi en tant que syndic, puisque je fais aussi du syndic. Enfin, on a aussi la fonction de syndic dans notre cabinet. On est accompagné par les AMO, les bureaux d'études techniques, etc. Mais ça vaut vraiment le coup. Mais je trouve un peu dommage que du coup, on n'ait pas pu faire évoluer le montant des 35 % quand des travaux ont déjà été faits. Là, on va parler d'impôts, c'est presque la fin, mais je voulais quand même insister sur le déficit foncier, parce que tout le monde ne peut pas forcément avoir ma prime rénov'. Ma prime rénov', vous pouvez la demander, mais il faut savoir aussi que si vous demandez ma prime rénov', quand vous êtes propriétaire bailleur, il faudra que vous intégriez dans vos revenus fonciers les loyers du locataire, mais aussi les montants que vous avez touchés de ma prime rénov'. Parce que il faut ajouter la recette et déduire l'intégralité des travaux. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être, voilà, il faut être un petit peu cohérent. Donc, l'idée du déficit foncier en 2022, oui, c'est ça, décembre 2022, on a réussi alors ça, c'est grâce au lobbying de la FNIM, mais aussi de tous les acteurs du logement, de la rénovation, ont permis qu'on puisse obtenir le doublement du déficit foncier. Si vous êtes propriétaire bailleur, vous savez très bien que sur vos revenus, donc vous avez vos recettes, les loyers, les primes d'assurance, ma prime rénov', la CAF, etc. Donc vous avez des recettes, et puis en face vous avez les charges de copro, les travaux de copropriété, les impôts fonciers, si vous avez emprunté, les intérêts d'emprunt, et puis les travaux de rénovation énergétique. C'est simple, on fait la différence entre les recettes, les dépenses, et on voit ce qui reste. Avant 2022, vous ne pouviez pas, vous déduisiez vos travaux de rénovation énergétique quand vous en faisiez, mais vous étiez limité à 10 700 €. Depuis 2022, on a, pour la rénovation énergétique, la possibilité de faire un doublement du déficit foncier. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez déduire vous pouvez avoir un déficit qui atteint, quand vous faites les travaux, 21 400 €.
L'avantage du déficit foncier, c'est que cette ligne-là, elle vient directement déduire en réduction de vos revenus. Hein, puisque vous gagnez 100, vous avez un déficit foncier de 50, ben vos revenus sont considérés par les impôts que pour 50. D'accord ? Avant, du coup, vous n'aviez que 10 700 euros. Et quand vous faites des travaux de rénovation énergétique, bah forcément, 10 700 euros, ce n'est pas suffisant. 21 400 non plus. Mais puisque le déficit foncier est reportable sur 10 ans, vous avez la possibilité de reporter chaque année ce déficit foncier. Donc ça, déjà, c'est un dispositif pour tous les propriétaires bailleurs. Hein, il n'y a pas de MaPrimeRénov', ça c'est... et dedans, vous avez, si vous faites un emprunt pour financer vos travaux, pas les emprunts, les éco-prêts à taux zéro, puisque là, pour le coup, des intérêts d'emprunt, vous n'en avez pas. Mais si vous allez voir votre banquier et les intérêts d'emprunt liés aux travaux de rénovation énergétique sont déductibles des revenus fonciers. D'accord ? Et alors ça, la contribution du partage d'économie de charge, c'est la fameuse ligne qu'on appelle la ligne dans le quittancement. C'est un dispositif un petit peu particulier qu'on n'applique pas énormément. Pourquoi ? Parce qu'avant de mettre en place une convention de partage des économies de charge avec votre locataire, la première condition, c'est qu'il faut que le locataire soit d'accord. Donc, si le locataire est d'accord, ça veut dire qu'il a des charges locatives, il a un loyer qui n'est pas très élevé, il a des charges locatives qui ne sont pas très élevées. Donc, c'est quelque chose, c'est un dispositif qui existe, il faut que ce soit bien cadré, que vous ayez le montant des travaux, que vous expliquiez au locataire combien il va gagner d'énergie entre le jour où on commence les travaux et le jour où les travaux sont finis, le gain qu'il va avoir à chaque fois. Et ça, c'est pour une convention que vous signez pendant 15 ans. Si vous changez de locataire, il faut recommencer, etc. Bon, c'est une possibilité, c'est pas la plus simple, mais elle existe. Elle a le mérite d'exister et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et puis, je crois que j'ai fini de parler. Bah, bravo, bel exercice de résumer tous ces dispositifs qui existent pour les bailleurs en un poil plus qu'une demi-heure. Le contrat est respecté. Donc il va nous rester un petit quart d'heure pour pouvoir échanger avec vous. Donc j'espère que vous avez bien préparé vos questions. Levez la main si vous souhaitez vous signaler. Pour atteindre les 35% d'économie d'énergie, de réduction des consommations là, qui déclenche MaPrimeRénov' ou l'accompagnement dans une copropriété pour une rénovation globale. Si une partie des travaux sont des travaux privatifs, comment est-ce qu'on calcule, qui sont donc pas obligatoires. Alors, comment est-ce qu'on calcule ces 35%? En copropriété, les travaux privatifs d'intérêt collectif, donc le changement de fenêtre par exemple, hein, c'est typiquement votre question, rentrent dans le cadre des 35%. Si s'ils sont réalisés, oui. Alors, j'ai pas compris. Lorsque ça rentre dans les travaux privés d'intérêt collectif, c'est voté en assemblée générale. Les copropriétaires s'engagent à respecter le programme de travaux et pour ceux qui ne seraient pas forcément partants, il y a quand même cette obligation-là. Et donc c'est possible de se faire aider, ça doit être voté en AG. Donc c'est une possibilité. Peut-être que votre question concerne, vos travaux privatifs ont été faits, non ? Parce qu'en fait, c'est une enveloppe globale. Les travaux privatifs d'intérêt collectif, l'architecte, le bureau d'études, ils passent et ils regardent. Ils savent le nombre, puisque vous avez des visites qui sont faites dans les appartements. Donc, ils savent les fenêtres qui sont à remplacer, pas à remplacer. Et ça permet de faire rentrer dans les 35%, si vous voulez. Même si votre appartement n'est pas concerné, en fait, c'est vraiment une enveloppe globale. Et il faut que ce soit voté en AG, oui, bien sûr. Oui, je comprends bien. Ça peut effectivement être la situation dans laquelle certains copropriétaires ont déjà fait des changements de fenêtres, mais également si certains copropriétaires ne souhaitent pas réaliser ces travaux. Et donc là, à ce moment-là, on atteindrait les 35% si tous les copropriétaires
font bien les travaux. Et si certains ne l'acceptent pas, on n'atteindra peut-être pas les 35%. Est-ce que, voilà, comment est-ce Oui, et c'est vrai que là, alors là, vous me posez une colle juridique parce que c'est vrai que le propriétaire qui refuserait. Normalement, on peut contraindre ce copropriétaire-là. C'est pas du tout l'objet, hein. Le but, c'est de trouver une conciliation et que tout le monde soit d'accord pour être partant sur des travaux d'intérêt collectif sur des travaux privatifs, mais on pourrait le forcer. Mais c'est pas la philosophie à adopter, bien évidemment. Ouais. C'est vrai que nous, on n'a pas eu le cas en fait. C'est vrai qu'on a les gens jouent le jeu en fait. Les gens jouent le jeu. Pourquoi? Parce que vous avez MaPrimeRénov qui finance, mais vous avez aussi des aides et entre autres, alors c'est vrai que nos copropriétés sont beaucoup à Paris, mais on a eu des aides de la ville de Paris, des subventions qui ont permis que les gens qui avaient pas parce que c'est pas forcément une question de pas vouloir, c'est une question aussi de moyens. Les gens n'ont pas forcément les moyens. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu cet écueil-là, en fait. Oui, c'est vrai que maintenant que vous le dites, mais parce qu'on avait des solutions financières derrière, je pense. J'ai cru voir que pour déclencher le déficit foncier, il fallait louer en vide, certes, mais déclarer en réel. Oui, C'est pas, le microfoncier, par exemple, non, n'entre pas dans le dispositif. non, non. Oui, c'est du régime réel. Oui, Madame posait la question de savoir si on pouvait faire du micro. Alors, vous pouvez faire du réel en meublé aussi, hein. La déclaration réelle des revenus réels, elle est valable en meublé comme en nu. C'est pas le même formulaire pour faire la déclaration d'impôt, enfin pour déclarer les revenus, mais le principe est le même. Madame posait la question, il faut qu'on soit bien évidemment le déficit foncier ne fonctionne qu'au réel. Il fonctionne pas sur le microfoncier. Je n'ai pas compris ce qu'il fallait voter en AG par rapport aux fenêtres que les propriétaires privés installeraient. Alors, donc la question. Voilà, c'est ce que j'allais faire. La question de madame, elle n'a pas compris la question en AG pour les fenêtres, en fait. Pourquoi est-ce qu'on était obligé de mettre en AG ou quelle est la validité de la question des travaux privatifs en assemblée générale, puisque les fenêtres sont des travaux privatifs. En fait, ça vient de la loi. Alors là, j'ai peur de dire une bêtise parce que loi climat et résilience. La loi climat et résilience a étendu le champ des travaux qui peuvent être considérés comme travaux privatifs d'intérêt collectif. Mais ça vient peut-être de la loi Allure initialement. C'était de la loi Allure initialement. Alors en fait, l'idée, c'était les prémices de la rénovation énergétique et pour pouvoir atteindre ces fameux, en fait, on en revient toujours à ces fameux 35%. Pour pouvoir atteindre nos 35% d'économie d'énergie, en fait, il faut qu'on embarque un maximum de travaux pour que notre enveloppe, elle soit au maximum isolée et qu'elle permette le moins de déperdition d'énergie. Le problème est qu'on peut faire un ravalement par l'extérieur et isoler par l'extérieur, mais on ne peut pas obliger quelqu'un, on ne pouvait pas obliger quelqu'un à remplacer ses fenêtres s'il n'avait pas envie de le faire. Donc l'idée a été de mettre en place cette obligation, enfin cette possibilité de travaux privatifs d'intérêt collectif. Ce fameux vote en assemblée générale où on demande où on recense les fenêtres et on intègre dans le programme de rénovation énergétique les travaux à effectuer de manière à pouvoir faire avoir la totalité de l'enveloppe qui soit étanche, entre guillemets. Et bien évidemment, on n'intègre pas les menuiseries qui seraient déjà performantes. Juste un point qui n'est pas très clair du coup, les locations en meublé, elles rentrent dans les dispositifs ou pas? De MaPrimeRénov'? Oui. Non. Il me semble que ça ne fait pas de distinction pour moi. Il n'y a pas de... Bon, alors, voilà. La question, c'était est-ce que les meublés peuvent permettre de mobiliser les dispositifs d'aide? Donc, on a une interrogation là-dessus. Oui, je pense que oui, mais j'ai un doute. Pour moi, oui, forcément, puisque
C'est les dispositifs Locavantage, etc., qui sont obligatoirement en nu. Mais pour moi, oui, ma prime, je pense que oui, mais je veux pas vous dire de bêtises. Mais Et, je pense que oui. et la situation où pour un même immeuble, on est à la fois propriétaire occupant et propriétaire bailleur sur un autre lot, est-ce que ça crée une situation particulière? Aucunement, non. Monsieur demandait si dans un même immeuble, vous êtes propriétaire occupant et propriétaire bailleur, est-ce que ça peut poser une difficulté par rapport à l'obtention de ma prime rénov? Non, ma prime rénov, dans la mesure, les indivisions ont le droit à ma prime rénov, on n'en a pas parlé, mais oui, ma prime rénov est accessible aux indivisions. Il faut qu'il y ait, et même dans les sociétés qui sont à l'impôt sur le revenu, il faut qu'il y ait une des personnes qui soit une personne physique pour pouvoir obtenir ma prime rénov. Mais plus ça va et plus je me dis oui, non, mais si, je pense que le meublé, ça marche aussi, hein. Bah oui, 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 oui. C'est vrai que oui, j'ai pas vraiment eu le cas, mais oui, 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 je pense. Moi, j'avais juste une question par rapport à ce que vous avez indiqué au début, par rapport aux locataires en place. Et si jamais à sa demande ou à la demande du bailleur, on doit réaliser des travaux de rénovation importants d'ampleur, comment ça se passe par rapport? Est-ce qu'on peut délivrer congé aux locataires? Vous Voilà. avez raison, c'était ce que je voulais dire et que j'ai oublié de dire du coup parce que D'accord. j'ai dit trop de Merci. trucs. En fait, vous n'avez pas le droit de donner congé aux locataires en cours de bail pour des travaux de rénovation énergétique. C'est bien là toute la difficulté. Par contre, vous avez à l'issue du bail. Donc, si votre bail il arrive, il est au début. Enfin, vous avez le congé à l'échéance identique à la reprise, à la vente, motif légitime et sérieux. La rénovation énergétique, les travaux d'ampleur est un motif légitime et sérieux. Donc, vous avez le droit de donner congé à l'échéance du bail pour pour procéder à la rénovation d'ampleur. Mais attention, pour l'instant, il n'y a pas eu le cas. Mais ça va forcément. Il faut que ce soit vraiment des travaux d'ampleur, parce que ça peut être aussi un moyen de se débarrasser de son locataire. Donc, il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant. Il n'y a pas eu mais il va y en avoir. Il va y en avoir, mais c'est une possibilité qui vous est offerte. Pourquoi? Votre logement est indécent et vous n'avez pas le droit de louer un logement indécent.